ça tourne. Alors, Harbi, entretien première. Donc, Monsieur Harbi, vous avez été au moment de Monsieur Ben Bella, le président Ben Bella accède à la présidence de la République. Vous êtes son directeur de cabinet. Vous avez été à l'époque à l'initiative d'un rassemblement qui s'appelait le Bureau national Bureau national pour l'animation du secteur socialiste, le BNAS. Pardon, Et, ok. Et à travers le BNAS, vous avez donc connu Yves Mathieu. Est-ce que vous pourriez me rappeler, enfin nous évoquer un peu l'activité du BNAS et comment vous en êtes arrivé à travailler avec lui en particulier sur les biens vacants? Je vais faire quelques rectifications. Je n'étais pas directeur de cabinet, mais conseiller technique pour le secteur socialiste. Et le Bureau national du secteur socialiste, d'animation du secteur socialiste, a été créé avant que je n'arrive à la présidence. Et donc, quand je suis arrivé à la présidence, j'ai déjà trouvé Yves Mathieu. L'élaboration des décrets de mars avait été faite avant que je n'arrive dans ce bureau. Les décrets datent de mars et moi, ma nomination date du mois d'avril 1963. Par contre, j'ai suivi l'élaboration de ces décrets de l'extérieur avec Soliman Lotfallah et ça a été mon principal partenaire. La seule disposition que j'ai introduite dans ce décret par l'intermédiaire de Lotfallah, c'était le fait de donner au président de l'Assemblée générale primauté sur le directeur nommé par l'État. Et donc, si vous voulez... Je vous interromps, l'Assemblée générale du comité de gestion. L'Assemblée générale des travailleurs. Voilà. Autrement dit, le président de cette Assemblée avait la prééminence sur le directeur nommé par l'État. C'est ainsi que je comprenais l'autogestion. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il est très difficile d'expliquer aux gens, aux jeunes en particulier, ce que c'est que l'autogestion. Est-ce que vous pourriez donner une définition de ce que ça représentait pour vous à l'époque et pourquoi ça a été un choix? Et voilà, évidemment aussi ce que vous en pensez maintenant. Est-ce que c'est possible de donner une... C'est très difficile à expliquer d'une manière lapidaire. D'une manière générale, nous pensions l'autogestion en tant que système, c'est-à-dire l'autogestion en tant que système sociopolitique fondé sur le pouvoir des travailleurs. Ce n'était pas ce que pensait la majorité des gens qui entouraient le président. Et donc, si vous voulez, notre projet s'est limité en définitive à une cogestion dans les entreprises. Et une cogestion qui se faisait la plupart du temps au bénéfice des agents de l'État. C'est-à-dire que c'était un processus extrêmement difficile à mettre en place et il y a eu une sorte de sabotage de la part de toute une partie de l'appareil d'État. Non, on ne peut pas parler de sabotage en ce sens que les entreprises dans leur généralité, surtout les fermes des colons, avaient été envahies dès l'indépendance par un certain nombre de gens qui n'avaient rien à voir, si vous voulez,
avec l'économie ou avec ces entreprises. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivé dans la région de Skikda pour la restructuration des comités de gestion, j'ai trouvé que le comité de gestion des grandes fermes coloniales était assuré par des gens qui n'avaient rien à voir avec le monde du travail. Et quand j'ai voulu faire respecter la lettre des décrets, alors que j'étais en présence d'un sous-préfet, des gens en armes sont sortis et m'ont menacé. Et quelque temps après, les ouvriers, dans la nuit, sont venus me voir en disant que le responsable syndical qui avait été à l'origine du syndicat des ouvriers agricoles avant l'insurrection avait été assassiné simplement parce qu'il était intervenu pour remettre de l'ordre dans la gestion de ces entreprises. Donc c'était une situation très chaotique qui vient du fait que entre la formation du gouvernement et la période antécédente, un certain nombre de gens qui avaient les armes en main sont descendus dans les entreprises pour en prendre possession. Et donc tout le travail du Bureau national de l'animation du secteur socialiste, ça a été d'essayer de débrouiller le sens des événements et d'aider le pouvoir politique à mettre de l'ordre. Alors, donc les décrets interviennent alors que le processus est déjà en cours. Et les décrets, il y a c'est une question que j'ai déjà posée, mais est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui a présidé à la décision pourquoi est-ce que c'est Yves Mathieu qui a été choisi comme juriste pour rédiger ces décrets? C'est une question mystérieuse pour moi parce qu'il y avait des avocats et des juristes tout à fait compétents qui avaient des agrégations de droit et qui pouvaient le faire. Qu'est-ce qui a fait cette décision? Les gens, il y avait plusieurs juristes dans cette affaire. Il faut souligner d'abord que la rédaction initiale des décrets a été faite par des non-juristes. Elle a été faite d'une manière politique. Les juristes sont intervenus après coup. Il y avait évidemment Maître Mathieu, il y avait Maître Kourégé, et puis il y avait un grand juriste algérien qui a fini par présider le tribunal de La Haye, Mohamed Bjaoui. Donc c'était un travail collectif. Le trait particulier qu'on peut assigner à Maître Mathieu, c'est que lui était tout à fait favorable au système de l'autogestion, contrairement à d'autres juristes qui l'étaient plus ou moins. Voilà. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez de l'autogestion aujourd'hui? C'est une chose qui vous semble une utopie révolue ou vous pensez que c'est encore c'est très intéressant? Non, si vous voulez, ça ne correspondait pas à l'état de conscience de la majorité de l'establishment FLN qui pensait à autre chose. En réalité, ces décrets ont pu passer parce que dans l'économie morale de l'époque, l'éthique de l'époque ne permettait pas que d'abord qu'ils soient gérés par des privés, ensuite que le peuple soit écarté de la formule de gestion, et donc c'est beaucoup plus l'esprit de l'époque qu'une véritable entreprise pensée avec son support social. Le support social ne pensait pas à l'autogestion. Je me souviens que lors d'un congrès, j'étais arrivé dans une commission, on m'avait appelé d'urgence parce que les ouvriers disaient on en a marre de l'administration, elle intervient partout, elle fait tout. Alors pourquoi l'autogestion? Nous on veut un syndicat, on veut poser nos problèmes, être payé d'une manière correcte, etc.
l'autogestion, gardez-la pour vous. Alors j'ai discuté avec eux et je leur ai dit que dans la situation qui existait, ils avaient au moins la garantie du travail. C'est eux qui décidaient de l'embauche, etc. Et que s'ils abandonnaient la formule au profit d'une étatisation, ils pouvaient se retrouver à la rue le lendemain. Et c'est comme ça qu'ils ont accepté de cautionner les décrets de l'autogestion. Et à l'époque, il y a 200 000 familles paysannes qui vivent de l'économie autogérée, dans les fermes, à partir des fermes autogérées. Il y a eu surcharge. D'ailleurs, c'est une des raisons des limites de l'autogestion. D'abord, on n'a pas tenu compte du fait que le matériel dans les fermes coloniales disposées avait été, avait été pris par des particuliers. Quand les gens sont arrivés dans les fermes, une bonne partie du matériel avait été pris. Ensuite, on n'a pas tenu compte du fait que pendant toute une période, les colons, avant de partir, avaient cessé d'investir. Et qu'il y avait des hypothèques terribles sur le démarrage du système d'autogestion. Et puis, pour essayer de stabiliser la formation sociale dans certaines régions, on a surchargé les fermes en autogestion. Il y avait des fermes qui recevaient le triple et le quadruple des ouvriers dont elles avaient besoin. Et donc, tous ces facteurs, sans compter tous les problèmes de la commercialisation et du financement, hypothéquaient le système de l'autogestion. Pour parler de la commercialisation et du financement, on n'a pas tenu compte que toute la législation, indépendamment des décrets, n'était pas ajustée au sens de ces décrets. Et donc, on a fait beaucoup d'improvisation. Oui, donc ça va vite poser des problèmes, ça soulève un enthousiasme considérable. Et ça a fini, oui, au départ, et puis ça a fini par des comportements prédateurs. Pourquoi? Parce que les gens qui, à partir des ministères, contrôlaient plus ou moins le système, ont commencé à aller dans les fermes, à se servir des produits, etc. Et comme les ouvriers étaient très mal payés, ils ont dit, pourquoi pas nous? Après tout, c'est nous qui travaillons, ils ont fait la même chose. Et donc, petit à petit, les déficits de ce système sont apparus au grand jour. Bien sûr. Stop. Oui. J'ai un problème? Non, j'ai pas un problème, je préfère. J'en ai pour 2 secondes. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il est difficile d'en parler aujourd'hui. Ben oui, parce que si vous voulez, si on en parle aujourd'hui, c'est un problème technique. Il faut discuter chiffres en main. Voilà. Voilà. Mais bon, en même temps, c'est important. Je voudrais vous donner une idée de ce que c'est. Ouais. Est-ce que je peux me brancher, monsieur? Une prise de courant, il y aurait que ça. Elle n'existe que de l'autre côté. D'accord. Merci. Attention mon micro. On peut reprendre quand même. J'ai un problème? Non. Alors, Arbi 2. Alors, si je devais évoquer un souvenir à propos du Bureau national d'animation du secteur socialiste, c'est l'ambiance qui régnait. C'est une ambiance de gens qui se vivaient quasiment comme des missionnaires et qui avaient entre eux des rapports extrêmement cordiaux, une très bonne ambiance de travail, des gens qui étaient compétents dans les domaines où on demandait leur intervention et qui étaient totalement dévoués à l'entreprise. Et d'ailleurs, aucun des hommes qui étaient dans ce secteur
n'a par la suite participé à la prédation qui a gagné l'Algérie. Ouais, c'est pas les mêmes. Je voulais vous poser une question à propos du maquis de Drâ El Mizan. C'est bon, ça fait. J'ai un trouble en lisant dans le livre de Catherine. Je me souviens très très vaguement de cette histoire du maquis de Drâ El Mizan, donc un maquis maoïste, inspiré par des éléments des gens qui avaient participé à l'indépendance de l'Algérie et qui vivaient en Algérie, donc, et qui voulaient pousser plus loin l'expérience. C'est une sorte de maquis maoïste un peu romantique et curieusement organisé, qui va très vite tourner qui va très vite tourner mal. Il y a intervention de l'armée et il y a un personnage, j'ai découvert ça dans le livre de Catherine Simon, qui est Messa Adia Sherif et qui apparaît déjà au moment de ce maquis de Drâ El Mizan. Est-ce que vous pourriez me préciser, est-ce que vous avez des informations sur le rôle précis qu'il a joué? Non, ça je ne peux pas, parce que d'abord, Cherif Messaoudia n'avait pas l'importance qu'il a eu après. Hein. Il n'avait pas, ce n'était pas un premier rôle, c'était vraiment les seconds couteaux. Hein. Ah oui, il n'avait aucun rôle aucun rôle particulier dans cette affaire. Hein. Oui, mais il est déjà à l'époque, il n'avait pas aucun rôle dans le maquis. Pourtant, c'est lui qui fait le lien. Quand on parle de maquis, en réalité, c'est un phénomène de bonne scout, parce qu'ils n'étaient pas de la région. C'était des gens qui étaient venus de la ville avec des idées qui étaient extérieures à l'expérience de cette région, extérieures même à l'expérience de la Révolution nationale, et bon, ça a été une équipée sans grande importance que le pouvoir, pour des raisons politiques, hein, a exagéré, lui a donné une très grande importance, et il y a dans l'appareil de l'État des gens qui s'en sont servis pour reprendre en main certains secteurs qui étaient, disons, gérés par des gens de gauche, essentiellement dans l'Orléans-Villois. On s'en est servi pour donner plus d'assises au secteur étatique contre les gens qui voulaient un système fondé sur le monde du travail. Alors, donc, et puis ça a servi à une amalgame entre la lutte contre le sionisme, on en a fait un problème de lutte contre le sionisme, et même on a établi dangereusement, et personnellement je l'ai dénoncé, un amalgame entre sionisme et judaïsme. Ça allait très loin. Et qui a perduré. Amalgame qui a perduré. Bah, disons que le terreau s'y prêtait, plus ou moins. Bien sûr. Alors, je reviens, moi, je m'intéressais à la personnalité de Messa Adia Sherif, qui est alors commissaire national du parti à Colombéchar. C'est son rôle, justement, il était à Colombéchar, puis voilà. Après à Constantine, mais la Kabylie, voilà. C'était pas son domaine du tout. Mais il est lié aux gens du maquis. Et après, il y a une promotion. Il va se retrouver à Constantine, commissaire du parti à Constantine. Je m'intéressais à ça parce que c'est une question dans le cadre des recherches que je fais autour de la disparition de mon père, parce qu'effectivement, c'est lui, Messa Adia Sherif, qui viendra faire le discours aux obsèques d'Yves Mathieu. C'est lui qui représente le parti aux obsèques et c'est lui qui fait le discours. Mais je trouvais, bon, c'est peut-être une idée légère de ma part, mais je trouvais curieux qu'il soit, enfin, je retrouve son nom il y a à l'époque, dans le Constantinois, des choses qui se préparent contre Boumedienne. Vous n'êtes forcément pas au courant, puisque vous êtes à l'époque en prison, après le coup d'État du 19 juin 1965. Donc, mais je retrouve le nom de Messa Adia Sherif dans chaque fois des choses
où il y a trahison. Non, je peux, comme C'est vous ça. avez évoqué son itinéraire, je peux expliquer un peu son itinéraire jusqu'à mon arrestation. Il a été nommé à Colomb-Béchar parce qu'il faisait partie de l'équipe qui a été au Mali et qui par la suite a été considérée comme l'encadrement de la wilaya 6, c'est-à-dire de la wilaya du Sahara. Et par la suite, quand il a été muté à Constantine, c'est parce que la région du Constantinois était, par son encadrement et culturellement, une région où l'arabe jouait un rôle majeur. Et comme il était, disons, il avait fait la zitouna, il était cultivé en arabe, ils l'ont envoyé à Constantine. Ce sont ces raisons-là, et pas d'autres. Ce sont ces raisons-là et pas d'autres. Voilà. Donc ce serait une fausse piste. Ouais. Autre chose, après je reviendrai à des questions un peu plus générales, mais autre chose peu précise, vous êtes originaire de Skikda. Est-ce que vous avez eu connaissance de cette histoire qui a dû commencer avant le coup d'État de 65, mais qui était un problème lié à d'un village proche de Skikda où il y avait eu un détournement d'eau? Vous n'avez jamais entendu parler de cette histoire? Non. Aucune connaissance de cette tout. histoire? Pourtant, je me suis occupé de la région de Skikda. Justement, c'est pour ça que je vous posais la Oui. question. C'est parce que c'est Oui. à l'époque, Yves Mathieu est l'avocat des villageois qui veulent récupérer l'eau de l'Oued détournée par un propriétaire local, un caïd qui du coup assoiffe le village, enfin empêche le village d'avoir accès à l'eau pour les cultures. Non, je n'en ai pour pas la eu vie. connaissance. Oui. Je pense que c'est quelque chose qui s'est produit après 65. Hein. Ça s'est produit après 65, Ouais. vous pensez? Je voudrais revenir sur des choses plus peut-être, enfin, sur l'idée de la révolution, ce qui s'est passé à cette époque et à l'idée de la révolution. J'ai vu en Algérie cet été un certain nombre de films, de montages, qui montraient le rôle très important que l'Algérie a joué dans le soutien aux luttes de libération des pays d'Afrique noire. On voit les chefs d'État, les Mandela qui va être soutenu, entraîné militairement, aidé par l'Algérie. On voit Amilcar Cabral, on voit Samora Machel, on voit on voit à quel point l'Algérie était un pays phare. C'est une histoire très méconnue, même par les jeunes Algériens. Et c'est une histoire dont vous êtes, vous, témoin. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette époque et sur le bilan que vous en tireriez maintenant? Moi, j'ai connu tout ce monde-là, tous ces noms que vous évoquez en 1961, avant d'être envoyé aux premières négociations d'Évian. J'étais chef de mission du gouvernement provisoire à Conakry. Et eux, ils étaient installés à Conakry. Et par la suite, ils ont été pris en charge par le ministre marocain des Affaires africaines et ils ont été au Maroc. Ils ont commencé à agir à partir du Maroc et non plus de la Guinée, parce qu'en Guinée, leur activité était un peu limitée. Hein. Sékou Touré, on disait qu'il était radical, mais les mouvements révolutionnaires d'Afrique n'avaient pas une grande liberté d'action. Donc, à l'indépendance de l'Algérie, c'est l'Algérie qui les a pris en charge. Il les a pris en charge pour leur formation, hein, et même du point de vue de l'activité. Donc, je pense que pendant cette période, il y avait en Algérie un véritable idéal africain. Un idéal africain, il voulait vraiment que l'Afrique soit totalement décolonisée. Ça, c'était l'essentiel. Pour Ben Bella,
c'était très très important. Et l'armée, le chef de l'armée, n'objectait pas du tout à cette orientation. Il était tout à fait sur le même plan que Ben Bella, ce qui fait qu'ils ont formé, ils ont aidé matériellement et ils ont fait pénétrer beaucoup de chargements d'armes en Afrique, essentiellement à destination du Congo, parce qu'à l'époque, la question la plus importante, c'était la lutte pour la souveraineté du Congo qui était, comment dirais-je, convoité par tous les États à cause de ses richesses. Et en même temps, si vous voulez, à un moment donné, il y a eu interférence des Cubains. Alors, cette interférence posait problème, parce que les Yougoslaves particulièrement estimaient que si les Cubains rentraient en Afrique, c'était automatiquement l'intervention en force des États-Unis et que ce n'était pas une bonne affaire pour les Africains. Alors, moi j'ai été arrêté à ce moment-là, je ne peux pas dire concrètement ce qui s'est passé. J'étais directeur de Révolution africaine et les rubriques, on avait reçu ordre de laisser la gestion des rubriques consacrées à l'Afrique au mouvement révolutionnaire. C'est eux-mêmes qui disposaient du journal pour expliquer leurs problèmes et pour faire connaître leurs orientations. Oui, mais c'est l'époque où Che Guevara va faire un séjour en Afrique noire. Ben Bella m'a dit qu'il lui avait déconseillé d'aller... il lui avait déconseillé de s'engager par rapport à l'Afrique en disant c'est trop difficile pour les Africains de suivre un homme blanc, ils ne t'écouteront pas. Il n'y avait pas que ça. En réalité, personnellement, je viens de l'université et j'ai fait le terrain en Afrique. Ils ne connaissaient pas l'Afrique, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils étaient venus avec des idées. Or, le terrain africain était un terrain extrêmement difficile parce qu'il ne s'agissait pas de nations encore cristallisées. Il s'agissait d'un processus de formation des États, de formation des nations, avec des tensions intérieures extrêmement fortes, qui n'avaient rien à voir avec les idéologies, mais qui avaient beaucoup à voir avec la formation de nouveaux pouvoirs. Et c'était une pétaudière. Venir comme ça, y entrer sans connaître, uniquement avec l'idée du missionnaire idéologique, c'était vraiment un danger pour tous. C'est-à-dire que l'expérience des pays de l'Amérique latine, c'est qu'il y avait eu des révolutions nationales 40 ans avant. Il y avait un siècle d'histoire derrière, bien sûr. Un siècle de tentatives. Et on voit que ça n'a pas été simple et ça n'a pas été facile. Et jusqu'à aujourd'hui encore, il y a des problèmes. En Afrique, ça ne fait que commencer. Alors, en enchaînant là-dessus, parce que c'est vraiment une des choses les plus précieuses que vous puissiez nous dire, c'est le témoignage de votre génération, et il est, puisque c'est vous qui avez fait la décolonisation, vous m'avez dit un jour, les gens aujourd'hui n'ont aucune idée de ce qu'était la colonisation. Ça va se perdre, la mémoire de ça, elle est en train de se perdre. Les jeunes gens français et même en Algérie... Vous savez, les gens qui montent sur les épaules des autres ne regardent pas toujours en arrière. Ils partent d'une accumulation de choses. Et donc c'est le cas pour les générations algériennes aujourd'hui. Bon, elles ont intérêt à savoir ce qui a été. Mais ce n'est pas seulement ça qui va déterminer leur avenir. Et donc... si vous voulez, l'oubli est un peu dans la nature des choses. On peut le regretter, mais l'expérience intégrée est quelque chose d'extrêmement rare. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps pour que la mémoire revienne. Il faut du temps, il faut aussi
que les pouvoirs en place, hein, laissent se former librement, hein, une identité collective, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous pensez qu'il y a des entraves? Une identité collective se forme dans la, comment dirais-je, dans la confrontation entre différents apports, hein. Or, en général, dans les pays africains, compte tenu de leurs difficultés à aborder leurs problèmes et à ne pas fuir l'histoire réelle, hein, elles ont tendance à imposer des identités qui ne correspondent pas nécessairement à la situation. Bon. D'où l'importance du travail de mémoire à mener. C'est-à-dire, quand je vous avais rencontré, je vous avais dit, je suis quand même très d'une façon générale, sur toutes les personnes que je rencontre pour ce travail, il y a un sentiment d'une part d'échec, et qui ferait que parce qu'il y a une part d'échec, on n'aurait pas envie de parler, on n'aurait pas forcément des choses, on préférerait se taire. Et finalement, à chaque fois, je me retrouve à dire que quand même, vous êtes une génération qui a fait se tenir debout la moitié de la planète pendant 30 ans. Enfin, la moitié de la planète, nous avons reçu aussi beaucoup d'aide de l'extérieur. Bien sûr. Je crois que s'il n'y avait pas eu disons, un appui international très fort, ça a joué autant que l'action armée sur le terrain, sinon quelquefois plus. Et donc, je trouvais normal que l'Algérie rende ce qui lui a été donné. Voilà, donc, si vous voulez, son engagement, hein, c'est l'engagement d'un pays qui a beaucoup reçu et qui doit redistribuer parce qu'il en a les moyens, il est libre. Les autres pays d'Afrique ne l'étaient pas. Hein, qu'il aille à leur secours, c'est tout à fait normal. Oui, c'est pour ça que l'Algérie va être pendant plusieurs années le phare, la Mecque du tiers-monde, pour reprendre l'expression. Elle a été la Mecque du tiers-monde une période. Hein. Oui, bien sûr. Après, c'est les rapports d'État et les jeux d'État, hein, qui ont compté bien beaucoup sûr. plus que le rayonnement de... Alors, vous savez que j'ai rencontré in extremis Cherif Belkacem. Je l'ai rencontré quelques semaines avant son décès. Et j'ai eu des entretiens avec lui. Je n'ai pas pu filmer, hein, mais j'ai eu des entretiens avec lui. C'était assez joyeux, très étonnamment. Et il m'a dit une chose qui m'avait surpris, parce que c'est la même nature de question que je pose, hein, sachant que les histoires, évidemment, à un moment donné, divergent totalement. Il m'a dit que l'Algérie, l'indépendance de l'Algérie était la dernière révolution romantique. Il m'avait dit ça, et en revoyant ces films cet été, on se rend compte qu'effectivement, après le coup d'État de 65, du 19 juin 65, dont vous êtes victime, puisque vous vous retrouvez immédiatement en prison, après ce coup d'État, il n'y aura plus en Afrique noire qu'une série de coups d'État. Les processus révolutionnaires se transforment en coups d'État de faction de l'armée contre une autre faction. Finalement, ça impressionne l'exemple algérien, le fait que Boumedienne prenne le pouvoir à Ben Bella, qui est un véritable coup d'État, avec l'armée qui prend le pouvoir et qui instaure un système quand même assez dictatorial. Ça va impressionner toute l'Afrique. Je ne suis pas de ceux qui ont cet avis. Les situations intérieures, hein, et les tensions intérieures propres à l'Afrique, hein, constituent un terreau très favorable aux expériences de type autoritaire. Et ce n'est pas simplement le cas de l'Afrique quand on voit les pays d'Asie, tous les pays du tiers-monde ont des problèmes très très importants de fondation de nouvelles communautés politiques
à assurer, hein, et elle les assure sans avoir toujours les moyens de les résoudre, d'où tous ces soubresauts, tous ces tumultes, tous ces bouleversements. Donc, on a beaucoup aussi imputé à l'impérialisme. C'est vrai qu'il y a toujours intervention de l'étranger, de l'extérieur, etc. Mais les situations intérieures, je le répète, jouaient d'une certaine manière en faveur d'un terreau autoritaire, d'expérience autoritaire. Il aurait fallu un autre monde. Et le tiers-monde a besoin pour, si vous voulez, accrocher à la démocratie, il a besoin de solidarité concernant son devenir social et économique. Cette solidarité, elle peut venir que des pays développés. Il faut un réagencement des rapports entre les nations. Et les grands ne sont pas disposés. Ils ne sont pas disposés. Et donc, ces pays sont obligés de chercher par eux-mêmes les formules qui leur permettent de s'ouvrir un autre chemin vers un véritable procès de civilisation. Et en fait, l'accession à l'indépendance ne peut pas être suivie ni de socialisme, ni même de démocratie avant plusieurs décennies. C'est-à-dire qu'on passe forcément par un régime autoritaire. Oui, ça dépend beaucoup aussi des hommes. Ça dépend aussi beaucoup des hommes. Il y a des hommes qui peuvent faire des institutions à partir de certains systèmes d'idées. Mais c'est quelque chose de très très difficile et de très rare. Je ne veux pas dire qu'ils sont condamnés à l'autoritarisme, mais pour s'ouvrir un chemin, il faut d'abord commencer par se comprendre et par ne pas fuir l'histoire. Or en Afrique, comme en Algérie, on est passé maître dans l'art d'organiser le spectacle et de faire semblant, de faire croire à ce qu'on n'est pas. Or, ces pays ont besoin de ne pas fuir leur histoire, de se regarder et de ne pas chercher tout le temps à chercher la source de leurs difficultés ailleurs que chez eux. C'est très important, c'est la question la plus importante pour eux. Et du souvenir que vous évoquiez de ce rassemblement de missionnaires qu'était le BNAS, le Bureau national pour l'animation du secteur socialiste, où il y avait vraiment une ferveur totale dans le socialisme et dans la perspective socialiste qui s'ouvrait. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui? C'est-à-dire, est-ce que aujourd'hui les guérillas ne sont plus menées par des révolutionnaires, mais par des mafias? Je vous pose la question dans la perspective de donner une idée à la jeunesse, aux gens qui sont très jeunes. Il y a une question très, très simple. Les réalistes ont cet art de faire croire que lorsqu'on échoue, c'est parce qu'on avait envoyé trop loin. En réalité, l'utopie a cet avantage sur le réalisme d'élargir le champ du possible. On a voulu élargir le champ du possible, on n'y est pas toujours parvenu, mais je crois que s'il n'y avait pas cette tendance à élargir le champ du possible, l'Algérie n'aurait pas été décolonisée avec la rapidité que le processus a connu. C'est-à-dire que c'est ça qui reste du mot révolution et du sens de la révolution, c'est l'idée du possible. Élargir le possible. Voilà. Élargir le champ du possible, c'est la question principale. Et ben c'est une belle conclusion. Et ça, il faut des convictions. Ouais. Et puis il faut voir loin, et reculer, s'adapter, se confronter à un principe de réalité. Absolument. Et revoir encore toujours. Absolument. C'est exactement le même processus que la création artistique. Ben oui, c'est tout ce qui a trait à la transcendance. Bon.
Je ne veux pas vous prendre plus de temps, mais c'est tellement... Est-ce que je peux juste vous demander Oui, d'enregistrer une petite minute de silence? on va comme ça, faire- si on a des raccords de promis. vocal à Tu veux que je te fasse un clap, minute de faire. Non, silence? c'est bon, ça tombe toujours. On fait une minute de silence pour, En restant en pour des présence. raccords d'ambiance. C'est la relation avec la mémoire, c'est-à-dire que Ouais. c'est extrêmement... Je suis frappée du fait que c'est extrêmement coupé. Vous savez, on discute beaucoup de la mémoire. Le vrai problème, c'est celui de la démocratie. La mémoire vient se greffer là-dessus. S'il n'y a pas de démocratie. La mémoire, Oui. Une mémoire est silencieuse. absolument. Aujourd'hui, justement, pourquoi le gouvernement ne trouve pas le chemin de cœur? Parce qu'il y a des centaines de milliers d'Algériens qui ont une expérience humaine différente, hein, et on leur présente des discours comme leur expérience. Ça ne marche pas. Bien sûr, oui, non, c'est juste, mais en même Donc temps... c'est pas simplement le fait de leur délivrer de l'histoire, c'est le fait, hein, de les faire participer à leur monde, de les laisser participer à leur monde. La mémoire vient après et elle se retrouve mieux, hein. Les apports s'intègrent à ce moment-là, ça donne des collectivités, tandis que là, hein, 50 ans après l'indépendance, on a le retour en force de tous les particularismes qui ne permettent pas d'avancer. Oui, puis en même temps, je suis pas, enfin, je suis convaincu de ce que vous dites, et en même temps, on a en France l'exemple de qui peut contester que la France ne soit pas une démocratie. C'est quand même une démocratie, mais il y a une façon de tronquer la mémoire et d'obstruer des champs entiers de Mais si l'histoire vous des- prenez les des manuels familles. d'histoire d'autrefois et aujourd'hui, vous trouverez que depuis quelque temps après la libération, vous avez un certain nombre d'historiens qui finissent par avoir un écho dans l'enseignement et même à l'université, où il y a une démythologisation d'un certain nombre de choses, de toute l'histoire de France. Et ça va crescendo au point que lorsqu'ils ont fait la loi de février 2005, il y a eu un mouvement des historiens Oui. terrible. C'est la loi sur la colonisation. Et cet élan n'a pas touché que des professeurs de gauche, il a touché aussi des professeurs de droite, hein. Oui, oui. Donc vous avez c'est pas la même chose. C'est pas... Oui, il y a une tradition. Il y a une Oui, réflexion. il y a quelque chose il y a une accumulation, il y a des choses qu'on ne concepte pas. Le droit de penser et d'agir, hein, librement, c'est enraciné que par la suite, à travers ce droit, il y ait des possibilités de mystification, de confiscation, etc. C'est normal. Oui, j'ai regardé un film l'autre jour qui est un film anglais sur Touvier. Oui. Bon, les noms ont été changés. C'est un film anglais, Oui. donc joué par de fort bons acteurs. Et c'est quand même une histoire. Et je regardais. Bon, c'était. Les problèmes de crédibilité venaient du fait que les acteurs étaient anglais. On avait quand même une sensation un peu bizarre. Alors que c'était manifestement l'histoire de Touvier. Bien menée, c'est une traque. C'est-à-dire comment il est caché par l'église, dans les monastères, dans le sud. Je ne sais plus comment s'appelait ce film avec Michael Caine. Méconnaissable, lui. C'est le seul qui arrivait à être français d'ailleurs. C'est un film anglais? C'est un film anglais, avec Charlotte Rampling en marseillaise, De qui quelle marche époque? pas. Bon, il doit dater des années 90. Il doit dater des années 90, peut-être même plus tard. Elle n'était pas jeune, Rampling, là-dedans. Enfin, et je me suis dit, il faut quand même il faut que ce soit un Anglais, un Anglais qui aille faire un film sur un sujet qui est quand même une des hontes de la France. C'est impossible en France. Alors, je suis d'accord sur ce que vous... Bien sûr, c'est vrai que s'il y a une loi, enfin on commence à dire « Ah non, la colonisation a été efficace », il y a quelques personnes qui vont se lever dans ce pays. On n'est quand même pas encore complètement abrutis et sarcosisés. Et l'amnésie n'a pas encore attrapé tout le monde. Mais dans la représentation de la résistance française, dans la représentation
ou la non-représentation de la guerre d'Algérie, il y a quelque chose qui est dans la capacité à produire des images et un peu de mythologie autour de ce qu'a été l'histoire de France, puisque c'est ça dont vous parliez. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hein. Non, vous savez, pour l'Algérie, la première, la mythologisation de l'expérience algérienne, elle vient d'où? Hein? Elle vient du fait que c'est la première entreprise nationaliste qui réussit. Et on avait envie d'une expérience qui ne soit pas communiste. Hein? C'est essentiellement à partir de là que cette révolution a pu organiser son spectacle. Ce n'était pas une révolution communiste. Voilà. C'était ça. En Europe et dans beaucoup de tiers-monde, de pays du tiers-monde, le contenu social de cette révolution a fort peu intéressé des gens. Et ceux qui, à gauche, par exemple en France, ont marché, ils ont marché avec la culpabilité qu'ils avaient quant à leur position pendant la guerre. Beaucoup les organisations de gauche n'ont pas été à la hauteur. Elles ont toutes, enfin disons, les grands partis parlementaires, c'est-à-dire le PC, la SFIO et tout, ont voté les pouvoirs spéciaux qui étaient un instrument de guerre terrible. Et donc, on se rattrape comme on peut, et ils se sont rattrapés en se taisant sur l'autre face de l'Algérie, sur la face autoritaire, la face méprisable, etc. Ils n'ont gardé que la bonne facette. Oui, les services secrets franco-français et algériens ont établi une bonne collaboration. Depuis l'indépendance. Là, ça a toujours bien marché, malgré tous les heurts. Très très bien marché. Moi, j'ai été très étonné dans le livre de Catherine de découvrir à quel point il y a eu un nombre de gens français qui ont été arrêtés. Mais vous savez, même pour le nombre d'insoumis et de déserteurs, maintenant on commence à avoir les chiffres parce qu'il y a des histoires régionales, des enquêtes et tout. Eh bien, on a un de nos étudiants, Tramor Kemner, qui a fait la comptabilité et que personne n'a récusé jusqu'à présent. Il a trouvé 12 000 et quelques déserteurs et insoumis. Alors que si vous lisez par exemple Rothman, il disait 300. Les gens après, les gars de Liberté pour disaient 3000. Lui, il a fait un travail universitaire et à partir des recherches, ici et là, il en a trouvé 12 000. C'est énorme. C'est un étudiant. Oui, c'est un étudiant. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors que si vous prenez, parce que là les Algériens n'en parlent pas, l'État colonial ne s'est jamais disloqué, il ne s'est pas décomposé. C'est l'OAS qui lui a porté un coup. Ce n'est pas la résistance algérienne, c'est l'OAS qui lui a apporté un coup. Quand vous prenez, les Français ont commencé à, comment dirais-je, ils ont gardé la conscription, le service militaire et tout. Les Algériens y sont allés. Combien il y a eu d'insoumis, des déserteurs? Les Algériens n'osent pas le dire aujourd'hui, parce qu'ils veulent faire croire que la résistance couvrait l'ensemble du territoire d'une manière globale et que c'était unanime. C'est pas comme ça du tout. Il y a eu des moments où on pensait qu'on allait recevoir la patate, des moments de trouble, des moments d'interrogation, etc. Donc c'est toute cette facette cachée de l'histoire qui fait que les gens n'y croient pas, parce que les gens dans le peuple, ils commencent à s'attacher à ces choses-là, commencent à regarder ces choses-là. Oui, c'est jamais bon de truquer l'histoire, parce que quand elle revient, quand la vérité revient, là, elle peut arriver à de mauvais moments et avoir des effets pervers. Pas ceux qu'on croit qui font avancer, mais ceux qui font reculer. Mais comme dans l'histoire individuelle des gens. Oui, absolument. C'est fractal, là. L'infiniment petit et l'infiniment grand.